Depuis quelques mois, les banques centrales envoient des signaux de baisse de taux, de rachat d'actifs alors que l'économie mondiale ralentit. Les tensions commerciales suscitent de l'inquiétude. Les marchés financiers envoient des signaux de récession. Avec nous ce soir, Jean Boivin, directeur de l'Institut BlackRock Investment, qui est la plus grande firme d'investissement du monde, ancien sous-gouverneur à la Banque du Canada. Bonsoir, M. Boivin. Bonsoir, M. Filion. C'est un plaisir de vous accueillir. Vous avez un long curriculum vitae et tout un parcours parce que vous avez été l'élève de Ben Bernanke, l'ancien président de la Réserve fédérale aux États-Unis. Vous avez été sous-gouverneur à la Banque du Canada, sous-ministre délégué aux finances. Vous êtes à Londres maintenant, n'est-ce pas? Oui, absolument. Et vous surveillez donc de près l'évolution des banques centrales. On est dans un nouveau cadre, en quelque sorte. C'est-à-dire, il y a un cadre économique avec cette possible récession, mais il y a aussi le président Trump aux États-Unis qui change un peu la donne. Comment vous voyez les choses présentement? On est dans un environnement un peu sans précédent sous ces aspects-là. Les marchés sont un peu comme les enfants, ils ont tendance à focusser sur une chose à la fois. Et présentement, c'est vraiment les tensions géopolitiques et commerciales qui sont la tension et qui sont, selon nous, le facteur déterminant sur l'évolution des marchés à court terme. Et ça génère des inquiétudes sur des risques de récession. On pense que ces risques-là sont assez contenus à ce stade-ci, mais il y a une anxiété qui est présente. Cette anxiété-là aussi, je pense qu'elle est alimentée par le fait qu'on a une relation entre les gouvernements et les banques centrales qui est différente. Oui. Et il y a des questions aussi sur quelle va être la réponse lorsqu'on sera dans une récession. Et c'est une grande question. Exactement. Et juste avant d'arriver à une proposition que vous faites, comment vous pensez que les banques centrales doivent réagir en ce moment? Je pense beaucoup à Jérôme Powell et la Réserve fédérale, qui d'un côté subit la pression d'un président qui veut des taux à zéro, c'est ce qu'il a dit aujourd'hui, et en même temps, il est là pour mener une politique monétaire. Donc, on voit un ralentissement global qui est attribuable en partie aux tensions qui se matérialisent en 2019. Pour la première fois, ont un impact sur nos perspectives globales. Et dans ce contexte-là, il y a effectivement une nécessité à assouplir la politique monétaire. Et on l'a vu, déjà, il y a eu un pivot assez significatif en 2019. On s'attend à quelques baisses additionnelles aux États-Unis. Ceci dit, les attentes des marchés sont assez agressives en termes d'assouplissement. On s'attend à 100 points de base de plus. Donc, un point de pourcentage. Un point de pourcentage. Et c'est pas clair qu'une tension commerciale et les implications que ça a pour l'économie vont nécessairement... les baisses de taux seront la solution. Et donc, on pense qu'on a quelques baisses additionnelles, mais c'est peut-être pas autant ce que les marchés s'attendent. Et ça va créer des questions intéressantes pour le reste de l'année. Avec un président des États-Unis qui veut beaucoup de baisses de taux, est-ce que vous pensez que ça influence la Banque centrale? Je pense que la Fed évolue dans une institution. Il n'y a pas juste Jérôme Powell qui est en poste. Il y a toute une équipe, une institution. Et l'institution est encore ce qu'elle était. Et ils doivent opérer dans un contexte, dans un cadre. Ouais. Ils doivent justifier leurs décisions en termes de ce qui va arriver avec l'inflation et autres. Et donc ça, je pense que ça nous donne une certaine protection dans ce contexte-là. Et donc, je suis convaincu que les gens de la Fed répondent à ce qu'ils doivent répondre. Ceci dit, ça soulève des questions. Et lorsqu'on voit une baisse de taux, on a plus de dialogue ou de discussion présentement. Est-ce que c'était vraiment nécessaire ou c'était parce qu'il y a eu une pression politique? On se met à douter. On se met à douter. Donc, je pense pas que le doute est justifié, mais il y a effectivement plus de gens qui se posent la question et on a plus de bruit autour de ces questions-là. Et donc, vous êtes arrivé avec une proposition cet été avec deux autres ex-dirigeants de banque centrale, notamment Stanley Fischer, l'ancien gouverneur de la Banque d'Israël. Et dans cette proposition, vous dites qu'il faut une coordination plus claire entre les banques centrales et les gouvernements parce que la pression politique va devenir de plus en plus grande. Qu'est-ce que vous proposez? Donc, je pense que la première chose à mettre claire pour en arriver là, c'est qu'on pense que, pas présentement, mais s'il y a une récession ou un ralentissement plus marqué, la marge de manœuvre des banques centrales, incluant toute l'innovation qui a été faite depuis la crise, est plus ou moins utilisée. Et donc, le coffre à outils est pas mal vide côté banque monétaire, banque centrale. Et ça soulève la question, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ça ne sera pas en baissant les taux. Là, on sait que les taux à court terme n'ont pas beaucoup d'espace. Les taux à long terme sont déjà à des niveaux... En Europe, on a plus de 2/3 des obligations qui offrent des taux négatifs. Et on se fait payer pour emprunter aux États-Unis, en Europe. Et dans ce contexte-là, c'est un gros canal de transmission de la politique monétaire qui est finalement terminé. Donc,
La question, c'est comment on arrive à stimuler l'économie sans reposer sur une baisse de taux. Ils ne pourront pas aller tellement plus bas. Et là, c'est là qu'on arrive à une coordination plus importante. Et donc, un fonds d'urgence même? Donc, on essaie de suggérer, pour rendre ça plus concret, un exemple d'un fonds d'urgence, de la façon que ça pourrait être mis en place. Mais l'idée principale, c'est qu'on doit avoir une façon d'aller plus directement stimuler l'économie en mettant de l'argent dans les mains de ceux qui peuvent la déployer de façon plus active sans avoir à reposer sur un incitatif de baisse de taux. C'est un peu ce que les gouvernements font, des fonds d'urgence pour stimuler, mais vous pensez que la Banque centrale pourrait agir plus rapidement qu'un gouvernement? On a eu des exemples dans la gestion de crise de fonds. Ici, c'est un fonds qui devrait être, qui serait bien à l'avance en place. Il y a un élément des assouplissements quantitatifs qu'on a vu en place, mais ça irait plus loin dans la mesure où c'est pas simplement acheter des actions de compagnie ou des obligations gouvernementales, mais ça pourrait être des mesures qui ressemblent plus à de la politique fiscale en pratique. Et c'est pour ça que ça a un aspect de politique monétaire, un aspect de politique budgétaire et que ça soulève des questions importantes sur la façon de gérer. Monsieur Boivin, en mai dernier, Bloomberg disait il y a 2 grands candidats pour succéder à Stephen Poloz comme gouverneur de la Banque du Canada, Caroline Wilkins, qui est la sous-gouverneure en ce moment, et vous. Ça vous intéresse? C'est toujours flatteur de faire partie des discussions. Je partirais peut-être de où on a commencé la conversation. Le contexte dans lequel les banques centrales évoluent et vont évoluer va être très difficile à venir, donc c'est un grand défi. La seule chose, c'est que c'est pas nécessairement Bloomberg qui va déterminer la liste. Il y a un processus au Canada. Et je pense qu'une chose qui est rassurante, c'est qu'on va avoir un processus rigoureux. Je suis convaincu que la liste va contenir des candidats de qualité et on est chanceux de pouvoir constater là-dessus au Canada. Donc, Et vous avez pris votre décision, vous? Moi, je suis dans un rôle où je suis passionné et puis une chose qu'on m'a toujours dit, c'est qu'on n'accepte pas ou refuse pas un rôle qui n'a pas été présenté. Ben voilà, c'est votre réponse. Merci beaucoup, M. Boivin. Au plaisir de se reparler. Merci à vous. Merci bien.